Dimanche 30 juillet, bonjour à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Départ du président ivoirien pour la Sierra Leone ce dimanche. Avec son homologue sierra-léonais Ernest Bai Koroma, le président Alassane Ouattara va aborder des questions d'ordre économique et politique. 8e jeu de la francophonie, la cérémonie de clôture est pour ce soir à partir de 18h30 au village des Jeux dans la commune de Marcory. Un spectacle haut en rythme, en couleurs et en son est annoncé. Dans le domaine de la défense, le ministre d'État Ahmed Bakayoko est au Maroc. Il s'est rendu au centre d'instruction militaire d'Al Agoub au sud du pays pour encourager le détachement de militaires ivoiriens en formation de 3 mois. Bienvenue dans le 13h. Le magazine de ce dimanche fait un gros plan sur la lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a annoncé le plafonnement des prix des denrées alimentaires de première nécessité, le riz, le sucre, la tomate concentrée, l'huile de table et le ciment. Mais comment cela se traduit-il concrètement? La mesure est-elle déjà appliquée dans les marchés et dans les commerces? Le directeur du commerce intérieur du ministère du Commerce est là pour répondre à ces questions. Bonjour, monsieur Aimé Kwazan. Bonjour, madame. Alors, ce sera tout à l'heure, dans une trentaine de minutes. Merci de rester avec nous. Il a quitté Abidjan ce midi. Le chef de l'État ivoirien se rend en Sierra Leone pour une visite officielle de 48 heures. Le président Alassane Ouattara va échanger avec son homologue sierra-léonais sur des questions liées à l'économie et à la politique. Les enjeux de cette visite officielle avec Jérôme Kofi Abola. Le président Alassane Ouattara a attendu ce dimanche 30 juillet 2017 à Freetown, la capitale sierra-léonaise. Il s'agit d'une visite officielle de 48 heures du président ivoirien en Sierra Leone. C'est sans nul doute une occasion pour les deux pays d'évoquer le renforcement de leurs relations déjà existantes. Comme la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone fait partie de l'Union du fleuve Mano créée en 1973 et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO depuis 1975, date de sa création. Au regard de l'appartenance de leurs pays respectifs à ces deux zones d'intégration, il est certain que des sujets politico-économiques soient les points essentiels d'échange prévus entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue sierra-léonais Ernest Bai Koroma. Elle a aussi quitté Abidjan, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle a été raccompagnée à l'aéroport par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Michael Jean dit avoir été touché par l'organisation de ces Jeux d'Abidjan. Mama Traoré. C'est une secrétaire générale de la francophonie qui repart comblée d'Abidjan. Comblée parce que la Côte d'Ivoire vient, selon Michael Jean, de donner à la francophonie ses meilleurs jeux. Les Jeux ont dépassé nos espérances. Déjà, tout était engagé pour que ce soit certainement les meilleurs Jeux que l'on ait connus dans l'histoire des Jeux de la francophonie. Cette 8e édition à Abidjan s'est révélée plus grandiose encore, c'est-à-dire avec un succès populaire extrêmement enthousiasmant. Bravo à la Côte d'Ivoire, bravo aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Vous savez recevoir le monde, vous savez accueillir le monde, et ça vraiment parce qu'il y a une confiance qui est là. Et cette confiance, elle est inestimable. Après l'organisation, reste le défi de l'entretien des sites qui ont abrité les 8e Jeux de la francophonie. Pour relever ce défi, la secrétaire générale de la francophonie indique la voie à suivre. C'est mon souhait et c'est un souhait que j'ai partagé avec le président de la République, voir à ce qu'une partie du village et des bâtiments puissent être consacrés à des incubateurs, des accélérateurs de très petites et moyennes entreprises et industries qui sont dans l'innovation, qui sont portés par des jeunes, par des femmes, que ce lieu devienne aussi je dirais, une plateforme et une niche de l'innovation. La Côte d'Ivoire aura un retour sur investissement qui est à la hauteur de ses espérances et de la qualité, je veux dire, de ce que ce pays a à offrir et de ses aspirations et de ce qu'il veut accomplir. Clap de fin ce dimanche pour les 8e Jeux. Les regards du monde francophone seront désormais tournés vers le Canada Nouveau-Brunswick, hôte des 9e Jeux. Ce sera en 2021. Après 10 jours de rencontres, de compétitions, de spectacles, d'échanges et de découvertes, l'événement referme ses portes aujourd'hui.
La cérémonie de clôture des 8e Jeux de la francophonie va se tenir au village des Jeux dans la commune de Marcory à partir de 18h30. L'entrée se fera sur présentation de cartes d'invitation et de cartes d'accréditation. Cependant, 4 espaces sont aménagés avec des écrans géants, animations humoristiques et musicales. L'espace Canal au Bois dans la commune de Trècheville, la place Inch'Allah à Koumassi, la place Figayo à Yopougon et la place Saint-Jean dans la commune de Cocody. Tout comme à l'ouverture, c'est un spectacle grandeur nature qui va mettre fin à cette grande rencontre internationale. La Côte d'Ivoire espère une victoire en football pour clore en beauté ces Jeux de la francophonie à l'affiche de la finale ce dimanche, Côte d'Ivoire-Maroc. Et hier samedi, la moisson a été bonne pour le Sénégal lors des rencontres de lutte africaine. Le pays a raflé 12 médailles d'or. 8 médailles en or, 12 médailles en général. Les lutteurs sénégalais ont aussi offert du spectacle et de la danse à plusieurs milliers de personnes réunies autour de l'arène de sable. La Côte d'Ivoire, elle, a remporté une médaille d'or. Ces Jeux de la francophonie regroupent ici à Abidjan des centaines de journalistes du monde entier. Le ministre Robert Begré-Mambé les a conviés à un déjeuner hier samedi. Il s'est dit satisfait de la couverture médiatique des différentes rencontres. Herman Niamia. Ils assurent depuis le début une bonne couverture des 8e Jeux de la francophonie qui se tiennent ici à Abidjan. Satisfaits du travail qu'ils abattent au quotidien pour informer le monde entier de ce qui se passe en terre ivoirienne, le ministre chargé des 8e Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mambé, convie l'ensemble des organes de presse nationale et internationale à un déjeuner. Objectif, leur exprimer de vive voix sa gratitude. Je suis venu à ce pupitre pour une seule chose, reconnaître la qualité du travail des journalistes avant ce 8e Jeu, pendant ce 8e Jeu et la qualité du travail qui sera fait après ce 8e Jeu. Parce que ce pays vous aime profondément et au-delà de ce repas que nous allons partager ensemble, nous voulons que vous et nous puissions partager une seule chose, la fraternité entre tous les hommes. 900 journalistes, dont 300 de la presse étrangère et 600 de la presse nationale, participent à ces 8e Jeux de la francophonie, contre 700 attendus selon le directeur général du comité national des Jeux de la francophonie. Tout le monde le voit, la mobilisation a été au rendez-vous. La mobilisation à tous les niveaux, au niveau national, a été au rendez-vous. Mais je dois vous dire aussi, au niveau international, l'ensemble du dispositif qu'on a prévu a fonctionné. Pour le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, cet engouement de la presse a permis de rehausser l'image de la Côte d'Ivoire. Vous avez été formidable parce que partout dans le monde, ces Jeux sont regardés aujourd'hui. Et nous avons des appréciations qui sont très positives de partout. Ces Jeux sont vus, ils sont vus dans de bonnes conditions. La qualité des images est parfaite au niveau international et nous n'avons que des félicitations. Félicitations que je voudrais à présent vous retourner à vous journalistes qui avez fait ce travail-là. Leur mérite reconnu, les journalistes ne pouvaient que se réjouir de cette reconnaissance. Je pense que le ministre s'est rendu compte qu'il n'y a pas de grands événements sans médias. Aujourd'hui, on s'attendait à 700 journalistes. Il y a eu 900 journalistes accrédités. C'est déjà la preuve du succès de ces Jeux de la francophonie ici en Côte d'Ivoire. Et ce midi, on nous reçoit à déjeuner par 3 ministres de la République. J'avoue que ça fait plaisir. Je voudrais surtout me souvenir qu'à quelques jours des 8e Jeux de la francophonie, le gouverneur, le ministre en charge des Jeux de la francophonie, a convié la presse à une sorte de mobilisation, la presse et les organisations de journalistes à une mobilisation autour de cet événement. Aujourd'hui, pratiquement au terme de cet événement, nous recevons en guise de reconnaissance pour témoigner, en tout cas pour reconnaître l'action que nous avons posée, pour reconnaître le travail qui a été abattu. C'est vraiment un plaisir pour nous et c'est tout à l'honneur donc de tous ceux qui ont participé à cette organisation. Les 8e Jeux de la francophonie s'achèvent ce dimanche 30 juillet et les journalistes entendent jouer pleinement leur partition afin de terminer cette fête en beauté.
En cette période de grand rassemblement de la jeunesse francophone, le ministère de la Santé, le district d'Abidjan et l'ONU-SIDA sensibilisent. Il s'agit de permettre aux athlètes et aux visiteurs d'éviter les comportements à risque d'infection du VIH-SIDA. Isaïo. Des stands de sensibilisation sur le VIH-SIDA dans le village des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan. Dans ce stand du programme national de lutte contre le sida au village des partenaires du Palais de la Culture, athlètes et visiteurs sont instruits sur le port du préservatif. Pour éviter réellement le VIH-SIDA, il faut utiliser le préservatif. Je suis très heureux après mon passage parce que ça m'a donné encore plus de précision. Je ne savais pas comment porter le préservatif féminin. Elle vient de m'apprendre, donc j'ai beaucoup aimé en tout cas. Du côté du village Akwaba, à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS de Marcory, des engagements sont pris par les athlètes pour vaincre la maladie. SIDA, pas par mois, des messages brandis pour appuyer leur engagement dans la lutte contre cette pandémie. Pour le sida, je m'engage. Il faut faire passer le message à tout le monde. Sortez couverts, toujours prendre ses précautions. Plus de 5000 visiteurs et athlètes ont été sensibilisés dans l'ensemble des villages des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan. Un chiffre satisfaisant selon les acteurs de lutte contre ce fléau. Nous avons pu enregistrer environ 1000 personnes par site. À partir du moment où nous arrivons à donner le message, ne serait-ce qu'à une personne, deux personnes, nous savons que ce message est relayé par ces personnes que nous avons déjà sensibilisées. Donc si on essaie de faire des estimations, on aura au-delà de 10 000 personnes si jamais chaque personne est engagée à donner son message à une autre personne. Sensibiliser les jeunes qui font partie des populations clés. Nous leur donnons des conseils et puis nous encourageons à faire les tests. Faire en sorte que d'ici 2020, 90% des personnes vivant le VIH connaissent leur statut. Avec plus de 35 millions de morts à ce jour, selon l'Organisation mondiale de la santé, le VIH-SIDA continue de représenter un problème majeur de santé publique. En 2016, plus d'1 million de personnes ont perdu la vie à cause de cette maladie dans le monde. Renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Le ministre d'État, ministre de la Défense, est en visite d'amitié et de travail au royaume chérifien. Il s'est rendu dans un centre d'instruction militaire pour encourager le détachement de militaires ivoiriens qui est en ce moment en formation. Abou Sanogo, envoyé spécial au Maroc. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, en visite d'amitié et de travail au Maroc. Après une escale à l'aéroport de Dakhla, ville située au sud du Maroc, Ahmed Bakayoko s'est rendu au centre d'instruction de la zone sud d'El Agoub. Un centre de formation qui accueille 662 stagiaires ivoiriens et qui apparaît à la fois comme un cadre de formation moderne et attractif où le détachement des militaires ivoiriens peut, grâce à une infrastructure appropriée, suivre à court sûr une formation spécifique de qualité. C'est ce qui ressort de l'exposé fait par le responsable chargé de la formation des stagiaires ivoiriens. Après l'exposé, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, accompagné par le chef d'état-major général des armées, Touré Sekou, est allé au contact de ces hommes pour les inviter au travail, à la discipline et au sérieux dans la formation. Je voudrais, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui nous envoie exprimer notre profonde gratitude à Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, de nous offrir cette opportunité de formation dans le cadre de la coopération sud-sud dans un domaine aussi stratégique que le domaine de la défense. Nous sommes venus ici parce que le président nous a demandé d'avoir une politique de proximité avec les hommes. Plus on est proche de vous, on est capable de bien sentir vos préoccupations et d'avoir des solutions à vos problèmes. Ce stage fait partie du renforcement de vos capacités et nous n'allons pas nous arrêter là. Et nous allons tout faire pour qu'il y ait un suivi de cette formation, pour que l'armée de Côte d'Ivoire soit dans son ensemble à la dimension de ce que vous avez pu acquérir ici comme connaissance. Puis Ahmed Bakayoko et sa délégation ont visité différents ateliers qui constituent le module de formation des stagiaires ivoiriens. Une formation projetée qui reste basée sur des tirs et des sorties d'instruction sur le terrain et qui vise à développer les techniques et les réflexes militaires au combat, à améliorer l'endurance physique des stagiaires,
forger l'esprit d'équipe et assurer l'homogénéisation entre les militaires du détachement ivoirien. Après le centre d'instruction de la zone sud, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et sa délégation ont mis le cap sur Tanger, ville située au nord du Maroc. Direction Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. La basilique Notre-Dame de la Paix a accueilli le traditionnel pèlerinage national de l'aumônerie militaire catholique. Un pèlerinage militaire qui marque la clôture des activités de l'année pastorale 2016-2017. Godefroy Okambawa, Chantal Akandon. Ils sont venus de tous les diocèses de Côte d'Ivoire pour assister à leur traditionnel pèlerinage qui s'est déroulé cette année à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. L'aumônerie militaire catholique de Côte d'Ivoire clôt ainsi à travers cette activité son année pastorale 2016-2017. Ces pèlerins ont tous prié pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Le lieutenant-colonel Pamphile Doué, au nom de l'aumônerie militaire catholique, a invité ces hommes à ne céder à aucune manipulation et surtout prendre soin de la patrie et protéger également les institutions et les personnes qui l'incarnent. Des louanges et adorations sont dites au cours de cette cérémonie, en présence de Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, évêque de Yamoussoukro et de la hiérarchie militaire. Selon les Nations Unies, plus de 2,5 millions de personnes sont victimes chaque année de traite d'êtres humains sous diverses formes dans le monde. La Côte d'Ivoire s'est engagée depuis 2011 dans un processus de criminalisation de tous les actes de traite des êtres humains. Astou Touré. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde entier, célèbre ce dimanche 30 juillet 2017 la 4e édition de la Journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains. La commémoration de cette journée instituée par la résolution 68/192 de l'Assemblée générale des Nations unies du 18 décembre 2013 vise à faire connaître la situation des victimes de la traite des personnes, à promouvoir et à protéger leurs droits. L'ONUDC, à travers son dernier rapport publié en décembre 2016, met en évidence l'ampleur de ce phénomène qui implique à ce jour 152 pays d'origine, 124 pays de destination. Plus de 2 500 000 personnes par an en sont victimes, sous diverses formes. Prostitution, esclavage, travail forcé, prélèvement d'organes, mendicité forcée, servitude domestique. Le même rapport mentionne que les femmes et les enfants représentent 71% des victimes de la traite dans le monde. En outre, sur 33% des victimes qui sont des enfants, les filles représentent les 2/3. La Côte d'Ivoire, comme d'autres pays de la sous-région ouest-africaine, notamment le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Cameroun, est sous la menace de ce phénomène caractérisé par un schéma de traite transfrontalière circulaire en tant que pays d'origine, de transit et de destination. En guise de réponse à ce fléau grandissant, notre pays s'est engagé résolument depuis 2011 dans un processus de criminalisation de tous les actes de traite des êtres humains, tels que recommandés en 2010 par l'Assemblée générale des Nations unies, à travers le plan d'action mondial pour la lutte contre la traite des personnes. L'élaboration d'une stratégie nationale assortie d'un plan d'action 2016-2020, l'adoption de la loi numéro 2016/1111 du 8 décembre 2016 et la création d'un comité national multisectoriel de lutte contre la traite des personnes, présidé par M. le Premier ministre lui-même, en constituent des actes majeurs. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité exhorte par ailleurs tous les acteurs nationaux et internationaux à la mobilisation générale afin que cesse cet esclavage des temps modernes dans les plantations, les exploitations minières clandestines, les domiciles, les établissements de nuit ou d'autres lieux où les droits humains, surtout ceux des femmes et des enfants, sont bafoués. Des jeunes femmes d'origine chinoise, âgées de 24 à 38 ans, victimes de traite d'êtres humains, ont été secourues et conduites à la sous-direction de la lutte contre la traite des personnes ce vendredi. Elles sont au nombre de 6. La ministre Maria Toukone les y a rencontrées. Astou Touré.
Maria Toukone, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité dans les locaux de la sous-direction de la lutte contre la traite des personnes. Cette visite pour apporter soutien et réconfort à 6 jeunes femmes d'origine chinoise victimes de traite. Elles ont été séquestrées et violées pendant plus de 3 mois. Nous avons été interpellés par la police qui a intercepté 6 jeunes filles victimes de traite de personnes, d'exploitation sexuelle. Parmi elles, il y en a une qui a réussi à s'enfuir, qui est venue donc à la police. Et grâce à elle et à de bonnes volontés, les autres jeunes filles ont été retrouvées. Et voilà. Je suis donc venue voir ces jeunes filles. Ce sont des jeunes filles d'origine chinoise pour leur apporter quand même une compassion parce qu'elles sont vraiment traumatisées, elles sont en pleurs. Leur seule volonté, c'est rentrer chez elles, mais leur passeport est confisqué. Donc la police est en train de faire mains et pieds pour éclaircir cette affaire. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a par ailleurs fait savoir que le trafic d'êtres humains est interdit en Côte d'Ivoire. Nous avons une loi. La loi indique que les trafiquants doivent être emprisonnés. Donc je pense que nous sommes en collaboration aussi avec le ministère de la Justice et la justice fera son travail. Ces 6 jeunes femmes seront protégées par la police et hébergées par le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, le temps de poursuivre les enquêtes. Dans le domaine agricole, les journées de l'administration agricole délocalisée 2017 se sont tenues à Aboisseau, dans le sud-est du pays. La transformation des matières premières était au centre de la rencontre. 2 unités de référence en la matière ont été visitées. Noël Niagno. Aller à la transformation des matières premières, un enjeu majeur du gouvernement. Pour apporter une réponse pragmatique, 2 exemples ont meublé les journées de l'administration agricole délocalisée à Aboisseau. Sangafoua Koulibaly et ses collaborateurs se sont donné le temps et les moyens pour visiter 2 entités, écouter les initiateurs, échanger avec eux, juger sur pièce leur savoir et leur savoir-faire, pour mieux apprécier leur contribution à l'industrialisation des filières afin que cela fasse tache d'huile. 2 approches originales pour une finalité, participer avec leur génie à la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Quelles sont les spécificités de SCC? L'actionnariat, on l'a dit, est en grande partie porté par des planteurs de la région. SCC n'a pas de plantation industrielle, c'est vraiment sa spécificité. Et achète toute sa matière avec les planteurs de la région. La quantité produite d'huile en Côte d'Ivoire ne suffit pas pour les usines de deuxième transformation. Pour certaines périodes creuses, on est obligé d'importer de l'huile. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est un gage de qualité. Quand vous produisez votre propre huile, vous produisez la qualité qu'il faut pour faciliter le reste de la création de valeur. Donc, la deuxième transformation. Troisième élément, quand vous faites la production vous-même, si vous maîtrisez bien votre processus de production, vous réduisez les coûts considérablement parce qu'il n'y a pas la marge de celui qui ferait la première transformation pour votre compte. Fait significatif à souligner, la donne environnementale est prise en compte et mise en œuvre. Dans un premier temps, vous verrez un premier bassin, c'est le bassin de refroidissement. Sa fonction, c'est refroidir l'effluent parce que le fluent il va sortir ici à 60 degrés. Et pour que des bactéries, pour la deuxième phase, il faut refroidir d'abord le fluent. Quand on refroidit le fluent, on va dans le deuxième bassin. Et dans le deuxième bassin, nous faisons une culture de bactéries qui vont consommer la partie grasse. Ils vont décomposer la matière grasse. Quand ils ont fini de faire la décomposition, on va dans un troisième bassin maintenant où on les laisse sans matière grasse. Donc c'est biologique, ils finissent par mourir. Et après ça, on prend l'eau, on fait l'irrigation des plantations. Sur le tableau de la création d'emplois, le résultat donne 312 emplois, dont 78% de femmes à Sud Comoé, Caoutchouc, et 34 Africa Palm Industries avec une moyenne d'âge de plus 36 ans. Dans le sud-ouest du pays, à Méagui, la société coopérative des éco-agriculteurs réalise des infrastructures de base dans 4 villages. Ce sont 3 salles de classe et une pompe hydraulique à hauteur de 95 millions de francs CFA, les retombées économiques de la campagne de cacao 2016.
Mahama Traoré. Vétuste et précaire par le passé, le cadre de l'enseignement primaire dans les villages de Chantier-Mo et de Kwasi-Kwame-Kro a aujourd'hui un visage plus reluisant. Chacun de ces deux villages du département de Méagui bénéficie désormais d'un bâtiment de 3 classes plus bureau de directeur. 2 écoles réalisées grâce au labeur des 2700 planteurs de cacao, membres de ECAMOM, entendez, la société coopérative des éco-agriculteurs de Méagui. Vraiment, la société ECAMOM est bienvenue pour nous. Vraiment, nous sommes heureuses. Grâce à la coopérative ECAMOM aussi, dans nos travaux champêtres, nous avons des gens qui nous suivent, qui nous enseignent comment nous devons faire. Nous remercions ECAMOM. Aujourd'hui, nos difficultés sont réduites un peu. Nous disons véritablement merci à la coopérative pour toutes ces actions sociales qu'elle pose pour ses membres producteurs. 2 pompes hydrauliques ont également jailli des retombées de la campagne 2016. Une dans le village de Kwaku-Emile-Kro et l'autre à Assemien-Kro. Coût global de ces infrastructures de base, 95 millions de francs CFA. Ajoutez à cela les 322 millions de francs CFA de primes à la certification distribués par la coopérative ECAMOM à ses adhérents. Des revenus que la coopérative entend améliorer avec son objectif de commercialiser 15 000 tonnes de cacao pour la campagne 2017 contre 8 000 en 2016. Deuxième journée de promotion scientifique de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD à Daloa. En première ligne, a suscité le goût de la recherche chez les étudiants des différentes universités ivoiriennes. Ngana Konaté. Créée en septembre 2003, l'ASCAD a pour mission de contribuer au développement et à l'influence des sciences, des arts, de la culture africaine et celle de la diaspora. Selon son président, l'ASCAD veut contribuer à former et à sensibiliser les jeunes chercheurs afin qu'ils soient mieux orientés et de donner des conférences sur des recherches effectuées pour un meilleur développement de la Côte d'Ivoire. Il faut que nos chercheurs, africains en général et ivoiriens en particulier, il faut qu'ils soient ambitieux, il faut qu'ils soient décomplexés. Au plan intellectuel, ils n'ont rien à envier à leurs homologues hors Côte d'Ivoire ou hors Afrique. Ce qui nous manque, c'est l'infrastructure nécessaire pour exprimer leurs connaissances, pour exprimer leur savoir-faire. Et c'est sur ce plan que j'ai lancé un appel à nos autorités politiques. Pourquoi on investit dans la recherche scientifique? Pourquoi on investit dans la technologie? Parce qu'on a l'impression qu'on dépense pour rien quand ceci est fait. Mais la richesse durable, c'est à travers la science, c'est à travers la technologie. Tidou Abiba Sanogo, présidente de l'université de Daloa, a fait remarquer que le métier de chercheur semble en déclin, surtout que les étudiants préfèrent l'enseignement à la recherche, oubliant que la recherche est le moteur du développement des nations. Je rappelle aux chercheurs, aux jeunes chercheurs de ujologues, que certes, en plus de leur expertise d'enseignants, il y a la recherche scientifique qui nourrit l'enseignement et qui est aussi le moteur du développement. Il est intéressant qu'ils puissent se tourner vers les projets de recherche, rechercher des financements pour pouvoir eux aussi développer leur université, développer la Côte d'Ivoire. Les membres de l'ASCAD sont des scientifiques, des écrivains, des philosophes, des inventeurs et des artistes. La lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire au cœur du magazine de ce dimanche. Un décret présidentiel signé le 12 juillet plafonne les prix des denrées alimentaires de première nécessité que sont le riz, le sucre, la tomate concentrée, l'huile de table et le ciment. Comment les commerçants ont-ils accueilli cette mesure? Est-elle déjà en application? C'est de cela que nous parlons avec le directeur général du commerce intérieur du ministère du Commerce, Aimé Coisan. Il est avec nous. Rebonjour et merci d'être là. Alors, nous parlons aujourd'hui donc de plafonnement des prix à cause d'une certaine surenchère constatée sur les marchés. Comment est-ce que cela se passe concrètement? Merci. Je voudrais, avec votre permission, au nom du ministre, Suleiman Dirasouba, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, remercier la Direction générale de la RTI qui nous permet aujourd'hui d'informer et de sensibiliser nos populations quant à l'importante mesure gouvernementale qui vient d'être prise, notamment le plafonnement des prix.
Pourquoi et comment sommes-nous arrivés là? Je voudrais simplement que la lutte contre la vie chère constitue une priorité gouvernementale. Et dès sa prise de fonction, le ministre Souleymane Diarra a diligenté donc des enquêtes terrain qui ont permis d'identifier également ces produits qui aujourd'hui font l'objet du décret présidentiel comme étant des produits qui, je dirais, font l'objet de pratiques spéculatives sur le marché. Voilà ce que je peux dire sur la question, parce qu'il faut retenir que la suivance du marché nous a permis effectivement de noter que le sucre, le riz, la tomate, le riz sont vraiment aujourd'hui des produits sur lesquels les marges à la distribution sont excessives. Alors comment est-ce que la fixation des prix se faisait avant cette mesure pour qu'on arrive à un tel degré de surenchère? Bon, je rappelle que la Côte d'Ivoire est dans un régime libéral. Les prix sont fixés conformément donc à l'ordonnance 2013 sur la concurrence, selon la loi de l'offre et de la demande. Mais néanmoins, ce même cadre législatif autorise le gouvernement, en cas de perturbation manifeste du marché, à prendre des mesures permettant de réglementer les prix. Et c'est justement cet instrument, ce mécanisme qui a été utilisé par le gouvernement et qui permet aujourd'hui, en concertation bien entendu avec les opérateurs économiques des secteurs concernés, donc de pouvoir aujourd'hui obtenir ces différents prix qui sont donc proposés par le gouvernement. Comment ces prix proposés aujourd'hui ont-ils été fixés? Comme je l'ai dit tantôt, ça fait l'objet de concertation avec les opérateurs économiques. Il y a eu également, vous savez, le cadre de plafonnement des prix, en fait, c'est une mesure qui autorise le gouvernement à fixer les prix, mais bien entendu, après une analyse de la structure de coût des différents produits. Et c'est donc à la suite de toute cette analyse, comme je l'ai dit, qui s'est faite avec les opérateurs économiques, qui nous ont permis justement de pouvoir proposer ces prix plafonnés au public. D'accord, on va prendre par exemple le sucre, dont le prix peut varier d'une période à l'autre ou même en fonction des lieux de vente. Aujourd'hui, quel est le prix maximum qui peut être appliqué et puis aussi sur les autres produits concernés? Écoutez, sur le prix du sucre, le prix de vente détail au sucre, sur le sucre granulé blanc, le sucre en sac de 50 kg, le prix maximum qui peut être donc vendu sur le marché au détail est de 35 000 francs, donc soit 700 francs le kilo. Sur le sucre granulé roux, nous avons donc un prix maximum de 650 francs le kilo. Et également, vous savez, le sucre morceau blanc, nous avons également un prix maximum de 850 francs le kilo. Voilà. Et nous avons également les préemballés. Le sucre préemballé de 1 kg qui peut être vendu à un prix maximum de 750 francs le kilo et le préemballé roux à 700 francs le kilo. Voilà un exemple, je dirais, de prix qui sont donc qui ont été décrétés par le gouvernement, bien entendu, comme je l'ai dit, qui ont fait l'objet des négociations avec les opérateurs économiques. D'accord, la mesure a été prise il y a maintenant 2 semaines. Comment est-ce que les commerçants perçoivent cette mesure? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour les amener effectivement à respecter ces prix? Bien entendu, bien entendu. Je crois que cette mesure, vraiment, comme je l'ai dit tantôt, a été prise vraiment en parfaite concertation avec ces opérateurs. Aujourd'hui, l'ensemble des acteurs des différentes filières concernées adhèrent pleinement à la mesure. Nous avons rencontré les différentes organisations professionnelles avec qui, je dis, qui nous ont permis donc, de déployer aujourd'hui cette sensibilisation que nous entamons aujourd'hui sur votre plateau. Mais nous avons élaboré nos services avec tous ces opérateurs, un véritable plan de communication qui doit nous permettre donc de sensibiliser et d'informer les populations ainsi que l'ensemble des commerces sur la mesure qui est entrée en vigueur, bien entendu, depuis la date de la signature du décret, le 12 juillet, mais qui demande effectivement un temps de sensibilisation des différents opérateurs. Et nous l'avons donc indiqué, la sensibilisation prendra fin le 12 août. Donc nous avons donné 1 mois pour la sensibilisation, le 12 août, où vraiment l'ensemble des opérateurs sont sensibilisés à ce que cette mesure, les différents prix, soient effectivement mis en œuvre dans leurs différents points de vente. D'accord, donc après cette date du 12 août, après la sensibilisation, s'il y a quand même des commerçants qui ne s'alignent pas? Vous savez, nous sommes dans
l'application d'un décret présidentiel. À ce niveau, la loi a également prévu des dispositions réglementaires pour sanctionner les contrevenants. Donc, rassurez-vous, nous n'en arriverons pas là, parce que l'ensemble des commerçants ont fait preuve dans des négociations d'un sens élevé, je dirais, du civisme. Ils ont vraiment, je dirais, pris un engagement fort avec l'État pour que, effectivement, nous n'arrivons pas aux sanctions. Mais je rappelle que lorsque un commerçant n'applique pas les prix convenus dans le décret, il se met en porte-à-faux avec la loi. Et nous disons que à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle dans notre dispositif réglementaire la pratique de prix illicite. Et la pratique de prix illicite est sanctionnée. Elle est sanctionnée, ça va d'une amende de 100 000 francs à 50 millions. Il y a également pour l'administration la possibilité donc de saisir les marchandises faisant l'objet donc de pratiques de prix illicites. Il y a également, on peut aller jusqu'à la fermeture des magasins. Mais je suis persuadé, vu l'état d'esprit des différents opérateurs avec lesquels nous avons donc échangé, que nous n'en arriverons pas là. Bien au contraire, l'ensemble des commerçants vont effectivement s'aligner sur la mesure du gouvernement. Est-ce que les populations, les consommateurs espèrent effectivement? Est-ce qu'elles sont toutes informées de ce plafonnement de prix qui est à leur avantage? Comment est-ce qu'elles perçoivent cette mesure? Cheikh Koné leur a posé la question. Nous écoutons les réponses. Les dépenses alimentaires en Côte d'Ivoire représentent 27% du budget des ménages selon le ministère du Commerce. Elles sont classées en tête des dépenses prioritaires en adoptant le plafonnement des prix des principales denrées de première nécessité. L'objectif est clair, impacter le quotidien des populations. Je crois que c'est une très bonne initiative parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu vas, par exemple, je prends le cas du riz. Il y a certains riz dont le kilogramme est vendu à 700 francs et il y a certains à peu près la même qualité, mais le kilogramme est vendu à 500. Donc l'initiative du plafonnement des prix est une bonne initiative. C'est quelque chose de bon pour nous les consommateurs vraiment. Je pense que d'abord c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative, mais à savoir aussi si les prix décidés par l'État vont arranger la population. En tant que client, en tant que consommateur, je pense vraiment que l'État fait bien de prendre ces mesures pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir quand même s'en procurer, de mettre une barre pour ne pas que aussi ceux qui ont ces marchandises-là augmentent les prix. Je crains que les commerçants ne respectent pas cette mesure de plafonnement. Dans la mesure où chaque commerçant va vouloir afficher, va vouloir donner son prix. En attendant l'accentuation du processus de vulgarisation de la mesure, afin que le consommateur fasse valoir ses droits, une bonne frange de la population ignore encore l'existence de cette nouvelle réglementation des prix. Merci, Cheikh Koné, Sylvie Touré. Alors, M. Kwazan, nous l'avons entendu, les populations sont ravies, mais elles craignent que ce ne soit pas respecté, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire à leur niveau déjà quand elles tombent, par exemple, sur des commerces où les prix ne sont pas appliqués? Première chose, il faut sensibiliser le commerçant parce que c'est un droit. C'est un droit, lorsque le gouvernement prend une telle mesure, pour le consommateur d'accéder au prix proposé par le gouvernement. Lorsque le commerçant se montre récalcitrant, il faut saisir immédiatement le ministère du Commerce. Sur sa ligne verte, le 800 00 99, je dis bien le 800 00 99, il faut saisir le ministère du Commerce sur, je dirais, cette infraction que nous constatons. Il faut également, parce que le ministère du Commerce est présent sur l'ensemble du territoire, à travers ses directions régionales et les directions centrales en charge de la surveillance du marché. Donc il faut immédiatement saisir le ministère du Commerce. Il ne s'agit pas pour les consommateurs, je dirais, de se faire justice sur le terrain. Je crois que l'administration est là. Nous sommes, je dirais, à la disposition donc, des consommateurs. Nous n'allons pas créer, je dirais, des situations qui vont perturber le marché, mais bien entendu, je dirais, tous les opérateurs économiques qui n'appliqueront pas la décision du gouvernement se verront sanctionnés conformément au test en vigueur. Alors, cette mesure de plafonnement des prix est annoncée sur une période de 6 mois. Pourquoi? Et puis, qu'est-ce qui sera fait après dans cette période? Pourquoi 6 mois? Parce que tout simplement, nous sommes dans un cadre réglementaire qui, je dirais, est très rigide sur la question. Le gouvernement ne peut réglementer en cas de
perturbation manifeste du marché, je dirais les prix sur une période de 6 mois maximum. Et c'est la disposition qu'a utilisée le gouvernement. Et ce que je peux vous dire sur la question, le ministre Souleymane Diarra est très préoccupé justement par la question de la vie chère. Et il nous a instruit formellement de rester vigilants à la fin de la mesure sur, je dirais, d'éventuels dérapages que nous pourrons constater sur le marché. Mais je rappelle que nous sommes comme dans un régime libéral, où les prix sont fixés dans le cadre de la loi de l'offre et de la demande. Donc le marché devrait pouvoir se réguler normalement, mais soyez assurés que dans le cadre de la surveillance du marché, si nous constatons à nouveau un dérèglement, les dispositions idoines seront prises pour que nous puissions stabiliser les prix du marché. Je vous l'ai dit tantôt, la question de la vie chère est une préoccupation du gouvernement. C'est une priorité du ministre Souleymane Diarra. Donc nous devons tous, et je profite de l'occasion pour lancer un appel à l'ensemble de la population, parce que nous devons nous approprier la mesure du gouvernement. Nous devons sensibiliser l'ensemble des commerçants, tout comme les consommateurs doivent également s'approprier cette mesure, parce qu'il s'agit pour une fois que le gouvernement prenne une mesure de cette ampleur, que nous puissions aider le gouvernement à sa pleine et entière application. Alors une autre préoccupation du gouvernement qui a aussi à l'avantage d'ailleurs des consommateurs, s'il s'agit du plafonnement des cautions, des loyers qui a été annoncé en même temps que pour les prix des denrées alimentaires, et ça a suscité beaucoup d'intérêt. Qu'en est-il aujourd'hui? Écoutez, vraiment, je crois que le gouvernement, dans le cadre de la stratégie de lutte contre la vie chère, a tenu à prendre des mesures à effet immédiat. Et je le dis parce qu'on est autant allé sur cette question, parce qu'on répond à des préoccupations exprimées par les Ivoiriens. Donc aujourd'hui, cette mesure qui vient d'être adoptée dans le cadre d'un projet de loi par le gouvernement a été transmise à l'Assemblée nationale pour qu'effectivement, dès, je dirais, son adoption par l'Assemblée nationale, cette mesure de plafonnement des prix du loyer, des cautions et des avances sur loyer rentre immédiatement en application. Aujourd'hui, pour le ministre Diarra, il s'agit, dans le cadre de la lutte contre la vie chère, de prendre des mesures qui touchent directement le pouvoir d'achat des populations. Il faut permettre aux populations d'avoir accès aux produits de grande consommation à des prix raisonnables. Donc j'ai envie de dire, je veux conclure en disant que rassurer les populations sur la détermination du gouvernement, sur la question de la vie chère, et leur dire que toutes les dispositions sont prises, en tout cas au niveau du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, pour que l'ensemble des mesures énoncées par le gouvernement soient effectivement mises en œuvre. Appliquées. Merci, M. Aimé Kwazan, directeur général du commerce intérieur du ministère du Commerce. Ce sont des notes positives qui mettent fin à cet entretien. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et voyons ensemble l'actualité internationale avant de nous séparer. Élections législatives au Sénégal, la campagne a été très tendue. Aujourd'hui, plus de 6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes, avec un nombre record de listes pour ces élections législatives, 47 contre 24 en 2012. Face au camp du chef de l'État Macky Sall, qui espère conforter sa majorité, l'opposition avance divisée, avec comme tête de liste principale Abdoulaye Wade et le maire de Dakar, Khalifa Sall. Le chef de l'État, nous vous le disions à l'entame de ce journal, a quitté Abidjan ce dimanche matin. Il se rend en Sierra Leone pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Il a été accompagné à l'aéroport par le vice-président Daniel Kablan-Duncan et par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et puis parlons des 8e Jeux de la francophonie qui referment leurs portes aujourd'hui. La Côte d'Ivoire affronte à 15h le Maroc en finale de football. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le stade Félix Houphouët-Boigny est plein à craquer. Les Ivoiriens ont effectué massivement le déplacement pour pousser les éléphantos à la victoire en vue d'une médaille d'or pour terminer en beauté ces 8e Jeux de la francophonie qui s'achèvent donc ce soir. Et voilà donc pour ce journal. Rendez-vous à 20h pour encore plus d'informations sur RTI 1 et aussi pour le résultat de ce match. Très bon dimanche à tous.